Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'une rupture de la normalité, je dirais de la grosse rupture de notre normalité qui va arriver prochainement. Beaucoup en parlent, mais pas forcément dans notre milieu. Cette rupture de la normalité, c'est la fin de notre travail, tout simplement, la perte de notre job. Certains sont accros un peu à la théorie du grand remplacement. Je m'étalerai pas dessus sur cette théorie, mais ils ont peut-être raison, sauf qu'ils se trompent complètement de sujet. C'est que le grand remplacement se fera par les robots et l'intelligence artificielle. Voilà, vous aurez compris qu'on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et de ChatGPT. Alors moi, ça fait 2 mois que je suis au courant sur ChatGPT parce que je suis technophile, on va dire, et que forcément les algorithmes nous connaissent bien et dans nos flux d'actualité, eh bien, on va nous donner les informations que l'on souhaite avoir, les informations susceptibles d'avoir de plus de clics de notre part, le plus d'attention. Eh bien, ça fait voilà un petit moment où je suis inondé d'informations de ChatGPT, mais peut-être ce n'est pas le cas de votre côté. Si vous n'êtes pas technophile, peut-être vous avez plus d'informations qui touchent d'autres sujets, l'histoire, les sciences, etc. Et je pense quand même que vous êtes au courant parce que là maintenant la presse, on va dire mainstream, s'est mis sur le sujet et ça commence à devenir une révolution un peu partout. Voilà, donc du coup je suppose que chacun d'entre vous a entendu parler de ChatGPT, l'impressionnante IA faisant figure de curiosité technologique pour le moment, sauf qu'il ne s'agit pas d'une attraction lambda sur le web, mais d'une véritable révolution, à mon sens et au sens de beaucoup de monde. En bref, un renversement de paradigme tel que l'a été l'invention de l'imprimerie, des télécommunications et du web. Comme beaucoup qui suivent ce blog, ma chaîne YouTube ainsi que mon réseau social privé desgourdailles.com, je suis plutôt classé dans le rang des technophiles et rien ne me prédestinait à cela. À l'époque, quand j'étais au collège, je détestais l'informatique au collège, en troisième, je ne comprenais rien au tableur, je pestais contre le gros tube cathodique animé par Windows 95, 98, Millennium, puis XP. Puis comme tous ceux de ma génération, j'ai sauté le pas en plongeant dans le monde de MySpace, Skyblog, Radio Blog Club et consorts. Mais c'est véritablement en 2015 que je me suis intéressé au blogging, au SEO, à la création de sites web. Donc du coup, avide d'automatisation des process, j'ai tout testé pour gagner en productivité sur Internet. Donc il y a les add-ons WordPress d'Automatic Plugin, les Zapier, les autorépondeurs. Et à la fin de l'année 2021, j'ai eu l'occasion de tester un programme inconnu au bataillon, GPT-3. À l'époque, il fallait se connecter sur le site d'OpenAI et s'inscrire sur une liste d'attente. J'ai testé l'IA d'OpenAI, donc 1 an avant la sortie de ChatGPT, et j'ai pas vraiment été convaincu. Vraiment, c'était très médiocre. Donc 1 an plus tard, je découvre dans la presse qu'OpenAI était sorti du bois pour sortir un outil révolutionnaire qui était nommé ChatGPT. Alors je rigole. En décembre là dernier, je rigole intérieurement, car j'ai vu ce que ça donnait, je me suis dit c'est encore de l'esbrouf. Je me crée quand même un compte OpenAI, juste pour voir. Et là, je me prends une grosse claque. Une véritable excitation s'empare de moi, avant que cet enthousiasme ne se transforme en chair de poule. La vraie rupture de la normalité était là, sous mes yeux. Et je me dis intérieurement, dans 5 ans, 40% de mon entourage finira au chômage, et moi y compris. Je vais faire ici, dans cette petite vidéo podcast, un tour d'horizon sur mes craintes à propos de ChatGPT et ses dangers. Donc, en premier lieu, que sait faire ChatGPT ? J'ai testé la bécane et le résultat est bluffant. En conversant avec l'IA, on se rend compte qu'elle peut réaliser beaucoup de choses comme rédiger un texte en bon français, écrire un poème crédible en 20 secondes, converser couramment. L'expérience est tellement troublante que l'on a tendance à se montrer poli avec la machine, à la remercier, comme si elle était notre égale, voire même notre maître. Monter des tableaux en tout genre, inventer des blagues. Je lui ai demandé par exemple au pif de m'inventer une blague avec comme personnage un Parisien, un agriculteur et une cafetière, ce qu'elle a fait.
Alors c'était drôle plus ou moins, mais elle l'a fait. Écrire du code, citer des sources, etc. etc. Bref, c'est comme si nous conversions avec une personne polie et douée d'une incroyable érudition. Dans quelques temps, parions que ChatGPT puisse passer le test de Turing haut la main. Donc le test de Turing, c'est un peu un test pour tester la crédibilité des intelligences artificielles. En gros, il faut la confondre avec une conversation humaine pour passer le test de Turing. Ce que ChatGPT ne sait pas encore faire, bah oui, il ne sait pas encore tout faire. ChatGPT se présente comme un agent conversationnel électronique ou un chatbot qui n'est pas paramétré en amont par des simples fonctions si alors. Par exemple, moi j'ai déjà monté des chatbots sur un site internet. Il fallait juste entrer un champ sémantique. Si un client tapait PX, prix, tarif, etc., eh bien le chatbot lui renvoyait sur une page avec les prix. Si il disait prix de tel produit, eh bien on renvoyait sur la fiche produit avec le prix. Donc c'était voilà, si le client fait ça, alors l'intelligence artificielle répond ça. Donc c'était paramétré en amont. Maintenant tout ça c'est paramétré par une IA, c'est une IA derrière. Et cette IA s'est entraînée avec des méthodes de type deep learning, comme on dit dans le milieu, d'apprentissage en profondeur, d'apprentissage renforcé, d'apprentissage encadré durant les dernières années. Et cet apprentissage continu ne se réalise que grâce aux discussions avec les humains et grâce à l'ensemble de l'équipe d'OpenAI, le papa de ChatGPT. Donc on a des serveurs derrière, des discussions avec les êtres humains en continu pour pouvoir permettre à ChatGPT d'apprendre. Pour vous dire un peu ce qu'est aussi le deep learning, on a eu aussi le problème d'AlphaGo. AlphaGo, c'était un robot qui jouait aux jeux de Go, réputé plus dur que les jeux d'échecs. Eh bien, AlphaGo était un programme qui pouvait apprendre en fait de ses erreurs. Et c'est ça le deep learning, c'est qu'il apprend au fur et à mesure qu'il avance. Et donc c'était beaucoup plus rapide qu'un joueur standard de Go, parce que lui il apprenait rapidement de ses erreurs, étant donné qu'il jouait des milliers de parties à la fois avec des vrais joueurs humains. Et puis en perdant une partie, eh bien, il révisait un petit peu sa stratégie. Et puis en quelques temps, eh bien, c'était devenu le meilleur joueur de tous les temps, tout simplement. Donc voilà un peu l'expérience deep learning et comment fonctionne en partie ChatGPT. Bref, c'est tout comme un humain, l'IA apprend d'elle-même, de ses erreurs, de ses interactions. Toutefois, à la différence d'un cerveau, ChatGPT est relié à d'énormes serveurs, n'ayant cessé ces dernières années de se remplir de littérature, de cours, d'encyclopédies, etc. Notons en effet que ChatGPT n'est pas encore relié à l'ensemble du web, mais uniquement à ses data centers. Ces derniers souvenirs remontent au jour où je fais cette vidéo, à la fin 2021. Ainsi, l'IA de ChatGPT ne peut pas parler d'une personne précise, elle ne peut pas parler de vous, par exemple. Elle va parler uniquement des personnalités. Elle ne sait pas encore discuter d'événements post-2021. Par ailleurs, bien qu'elle s'exprime parfaitement, ses connaissances sont pour le moment encore lacunaires. Mais cela fait illusion. Par exemple, l'IA peut affirmer mordicus que telle ville fait autant d'habitants et a reçu tel label en telle année, alors qu'il ne s'agit pas de la réalité. Alors le nombre d'habitants se rapproche du nombre réel, les labels en question sont plus ou moins vrais, mais ce n'est pas les bonnes dates d'obtention, par exemple. L'IA, en fait, n'aime pas l'absence de réponse, et il est arrivé à certains internautes qui testaient la machine d'avoir des réponses complètement farfelues. L'IA pouvait générer, par exemple, pour le peu qu'on la pousse un peu dans ses retranchements, générer peut-être des fausses sources, générer de la fausse information, ou aussi des textes creux. Moi, pour ma part, j'ai déjà testé, je lui ai posé une question assez pointue, en termes de survie, par exemple, sur comment se déplacer en pleine nature sans boussole et s'orienter grâce au vent dominant. Eh bien, il existe des techniques, justement, parce que le vent dominant sur un territoire façonne un peu les paysages, les arbres, etc. Eh bien, lui, il m'a sorti un article à peu près de 200 mots, mais complètement creux, complètement vide, qui voulait même rien dire. Donc voilà, il a horreur
de l'absence de réponse, donc il peut aussi inventer n'importe quoi. Donc du coup, il y a un peu une levée de bouclier de la part des scientifiques, des professeurs, etc., en disant que cette IA n'est pas aboutie, que c'est n'importe quoi. Sauf que ça, c'est que dans certains cas, moi je l'ai utilisé pas mal, et bien l'IA fonctionne, l'IA est bluffante, et l'IA n'en est qu'à ses balbutiements. On verra demain ce que ça fera, mais pour moi, c'est une révolution qui s'amorce. Là, on vient d'inventer l'imprimerie. On n'a pas encore imprimé de livres. On vient juste de mettre les caractères en métal montés sur une machine et on ne sait pas encore ce que ça donnera. Alors justement, demain, pour moi, une révolution se prépare. Elle aura lieu très 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 bientôt. Si ChatGPT est aujourd'hui perfectible, son expérience, je me répète, est bluffante. En gros, ce n'est pas l'intelligence qui lui manque. ChatGPT peut manier des sources, faire des passerelles entre telle ou telle notion, tel ou tel concept. Elle sait converser naturellement, générer de belles réponses. Ce qui lui manque encore, ce sont les datas, ce sont les connaissances. Et je vous l'avais dit, elle n'est reliée pour l'instant qu'à ses data centers. Imaginez le jour où ChatGPT sera libéré du carcan de ses serveurs pour être relié aux 1,8 milliard de sites web mondiaux. L'IA saura vous parler d'un produit en traitant en 10 secondes les fiches produits des sites e-commerce, les rétextes posés sur les blogs, les avis. Elle restituera une belle réponse, une belle synthèse fiable, sourcée. Elle saura parler de moi et de vous en synthétisant nos données publiques sur Facebook, Manageo, LinkedIn. Elle épluchera tous les sites web et apportera une réponse à toute question en ayant pris soin de hiérarchiser les datas selon la fiabilité des sources. Donc à partir de là, on peut se poser des questions et se dire que voilà, bienvenue dans le monde du chômage. Avec ChatGPT et les IA en général, bien des professions sont aujourd'hui en danger, ça c'est sûr. Assumons ces dires. Certains parlent de techno-pessimisme facile quand on dit ça, mais force est tout de même de constater que la tech détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée. Et hier, on nous vendait l'intérêt des robots qui nous délivreraient des tâches pénibles en nous laissant les tâches à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. C'est parfois même le contraire. Car effectivement, il était devenu courant d'automatiser certaines tâches dans tous les secteurs d'activité. On a commencé par les tâches redondantes, les tâches qui nécessitaient peut-être moins de matière grise que d'autres. Et puis petit à petit, on est arrivé sur d'autres types de tâches qui nécessitaient peut-être un peu plus de réflexion, un peu plus de savoir-faire, un peu plus de savoir-être, tout simplement. Et puis, petit à petit, ça envahit tous les milieux. Les caisses automatiques, les positionnements de pièces sur les chaînes industrielles, alors qu'à l'époque, il fallait être un ouvrier ultra qualifié pour certaines tâches, et bien là, sur certaines chaînes, et bien la machine le fait très bien. Bref, voilà, on est sur un remplacement petit à petit de l'être humain par la machine. Aujourd'hui, on passe un cap. On passe un véritable cap. Et les activités intellectuelles et créatives sont bel et bien touchées de plein fouet. Alors on s'en rend pas encore compte, mais ça va être une vraie bérésina dans toutes les professions intellectuelles. J'ai fait une petite liste non exhaustive des personnes qui perdront leur job bientôt et les concepts qui disparaîtront. Alors par exemple Google et les moteurs de recherche. Pourquoi avoir besoin d'un moteur de recherche ? Pourquoi avoir besoin de fouiller nous-mêmes le web pour obtenir une info ? Ce type d'outils et leurs algos étaient révolutionnaires il y a 20 ans. Mais quelle perte de temps pour l'utilisateur d'ouvrir chaque site web après une requête, de lire les articles en question, de repartir en arrière pour ouvrir un nouveau site dans l'espérance d'une réponse plus fiable. C'est à l'utilisateur de faire le tri par pertinence aujourd'hui. Avec l'IA, nous aurons réponse à tout de suite, maintenant. Bref, si Google demeure sur le même domaine d'activité, le moteur de recherche sera dans quelques années aussi démodé qu'un blog des années 2000, peuplé d'animations flash. Ajoutons que Microsoft fait partie des investisseurs dans OpenAI et ChatGPT. La firme compte bel et bien mettre encore 10 milliards supplémentaires dans la start-up et intégrer ChatGPT à son moteur de recherche Bing. Donc peut-être que adieu Google, tout simplement. Quoique Google est en train de préparer une parade. On verra bien ce que ça donnera.
Autre profession en danger, les avocats. Nous savions que l'IA était déjà utilisée par les gros cabinets d'avocats. Elle est en effet capable, en un temps record, d'établir des scénarios ainsi que des stratégies d'attaque ou de défense. Et pour ce faire, elle n'a qu'à trier en un temps record les textes juridiques, la jurisprudence, les statistiques du tribunal saisi, l'historique de ses décisions. On mouline le tout et en quelques secondes, voilà. La semaine dernière, un Américain s'est même défendu lors de son procès en utilisant une IA sur une appli à la place d'un avocat. Donc c'était une première mondiale, c'était un peu un test avec un procès qui avait des enjeux très, très peu élevés, hein, si on était sur 16 dollars d'enjeu, mais tout de même, on peut se poser des questions. Et ça existe déjà maintenant, parce que les avocats, on va dire que c'est une profession intellectuelle, mais on ne crée pas forcément de concepts quand on est avocat, on manie des concepts, on fait des passerelles entre telle ou telle notion. On retient énormément d'informations et on la met à jour. Et tout ça, l'IA sait le faire de manière automatique. Autre profession en danger, les journalistes. La presse subit actuellement une énorme crise. Les médias sociaux et le web 2.0 ont en effet réussi à quasiment tuer le journal papier et la version web de ces médias peine à retrouver le chemin de l'âge d'or de la presse. Mais avec l'IA et ChatGPT, les ennuis commencent tout juste. Demain, il suffira de quelques agences de presse pour produire l'info qui sera réécrite de 1000 manières par les IA pour les différents journaux de la planète. C'est déjà ce qui est en train de se produire pour les articles, on va dire, bas de gamme, pour les faits divers, les chiens écrasés, les résultats sportifs. Et petit à petit, voilà, les petits médias disparaîtront au profit de quelques grands groupes ayant réussi à conserver un peu d'audience. Et forcément, on va retrouver beaucoup d'IA dans toutes les rédactions. Et peu à peu, je dirais que les infos sérieuses se réduiront au profit de l'animation, de l'entertainment, comme ça se fait aujourd'hui. Chaque journal se transforme maintenant en Marie-Claire, Paris Match, ou tout type de journalisme people. Autre profession en danger, les blogueurs. Donc voilà, les blogueurs, j'en fais partie. Pour le moment, voilà, les blogueurs sont bien contents. Avec ChatGPT, c'est un gain de productivité énorme. C'est un copain qui nous veut du bien, mais qui anéantira bientôt nos années de travail et nous rendra obsolètes. Ça, c'est sûr et certain. Nous sommes, voilà, un peu tous comme des caissières ou des caissiers de magasins, considérant initialement les caisses automatiques comme une bonne chose. Ah, c'est vrai. Pourquoi stresser? Les enseignes ne les utilisent que pour les petits paniers de moins de 10 articles et ça permet d'alléger la charge de travail, de fluidifier la sortie du magasin, etc. Et puis d'un coup, soudain, surprise, on supprime de plus en plus de caisses standards et puis on se rend compte que notre entreprise a dans ses cartons un projet de lancement de magasin sans personnel qui tourne avec de la reconnaissance faciale, des IA, des scanners de code barre, etc., etc. Alors, on va dire aussi adieu peut-être à tout producteur de contenu. Tous les producteurs de contenu seront touchés. Parce qu'en sachant bien nous servir de l'IA et de ChatGPT, il est déjà possible de rédiger un recueil d'histoires, un recueil de poèmes, voire même un roman. Alors c'est sûr que ce sont des romans légers, hein, on est loin de romans, par exemple des polars à la Franck Tillier ou à la Jean-Christophe Granger, bien sûr, mais quand même, ce sont quand même des romans. Et en moins d'une journée, il est possible d'écrire un livre. N'oublions pas que ChatGPT n'est pas encore relié au web et que l'outil est en phase de test. On sait déjà faire ça. Demain, nous verrons fleurir sur Amazon plein de carnets, de bouquins écrits en 2.2 et auto-publiés par le premier venu. Puis la valeur du livre disparaîtra, bien entendu, tout comme son intérêt. Ce qui est rare est cher, ce qui est rare suscite de l'intérêt, et ce qui foisonne est délaissé tout simplement. Si le premier Pékin venu sait rédiger un ouvrage en une journée sur un sujet qu'il ne connaît pas du tout, pourquoi pas moi? Tout le monde va se poser la question. Puis on va se poser une autre question. Pourquoi acheter un livre? Et après, pourquoi lire? Il suffit de parler à ChatGPT, en fin de compte. Donc voilà, et je vous raconte pas des cracks, car le journal Le Monde a fait un test et a publié en 2 heures un livre sur Amazon sur le sujet des IA justement, un livre entièrement écrit par ChatGPT. 2 heures. On peut se poser la question aussi de la fin des artistes. Alors, ça c'est peut-être un peu gros.
la fin de l'art, c'est un peu exagéré. Mais les artistes en tout genre seront forcément touchés par l'intelligence artificielle. Prenons un exemple concret. Il y a peu de temps, les photographes se prirent le progrès en pleine figure. Grâce au smartphone, tout le monde s'improvisait photographe. Soudainement, et les logiciels de traitement d'image ajoutés à cette multiplication de capteurs numériques perfectionnés mirent nombre de photographes au chômage. Alors moi j'ai vu arriver ça parce que si vous êtes de ma génération dans les années 80, né dans les années 80, on a encore fait nos vacances et nos classes vertes avec des appareils photo jetables. On a connu ces petites boîtes noires avec le couvercle transparent, enfin un peu opaque, blanc opaque, des pellicules photo. Et puis tout d'un coup, en 98-99, vous avez vu le premier appareil photo avec un écran dessus. Vous avez halluciné. Et puis après, c'est devenu la norme 2 ans après. Et donc la photo numérique a fait que le photographe a déjà pris un sacré coup. Et puis les logiciels aidants également. Et puis après, c'est le smartphone qui est arrivé en 2007 et on connaît tous la suite. Donc on a toujours besoin de photographes, mais le photographe maintenant a du mal à se nourrir. Ceux que je connais ont du mal à se nourrir et ils doivent se mettre dans certaines niches. Les photos de mariage, les photos de naissance, etc. Alors aujourd'hui, l'IA est capable de créer de la musique même. Elle fait naître cette musique en nous de l'émotion. Parce qu'on pourrait avoir des musiques qui ne ressemblent à rien, mais non, on a parfois des IA qui arrivent vraiment à créer d'elles-mêmes une musique qui apporte de l'émotion. On a aussi une capacité de créer des illustrations en tout genre grâce à un autre logiciel d'OpenAI qui s'appelle DALL-E, D-A-2-L-E. DALL-E, eh bien, on lui donne quelques consignes et il nous génère une illustration, tout simplement. Donc on a par exemple un élu amiénois, j'ai vu ça dernièrement, qui voulait faire un peu le buzz sur les places de parking à Amiens. Et il a demandé à l'intelligence artificielle de créer une photo mettant en action Jules Verne qui pleure devant une voiture. Et DALL-E a généré une photo d'un monsieur barbu, barbe blanche, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Jules Verne, au portrait qu'on se fait de Jules Verne, avec derrière une voiture de style Belle Époque, mais je dirais même plutôt une voiture à vapeur un peu steampunk, et puis des monuments en arrière-plan. Pourquoi Jules Verne? Parce que Jules Verne a vécu à Amiens, et moi j'ai débloqué quand j'ai vu cette illustration qui a été générée en quelques secondes. Donc ChatGPT peut aussi, en termes d'art, générer des poèmes, des textes de qualité, des histoires drôles. Et bientôt, chaque œuvre que nous verrons fera naître en nous un doute. A-t-elle été créée par une IA? Un doute qui forcément portera un énorme coup à la culture et à l'art. Le phénomène est déjà en marche. Il y a quelques semaines, l'œuvre d'un artiste a été modérée par un admin sur un subreddit. Le motif, selon le modo, l'œuvre postée avait été créée par une IA. Et selon l'artiste, absolument pas. Et là, on était juste à 1 mois de la sortie de ChatGPT. Imaginez. Alors, certains techno-optimistes avancent que ce bouleversement dû à la naissance de l'IA poussera les artistes à davantage de créativité et d'excellence. Sauf que, a-t-on déjà réellement répondu à la question qu'est-ce que l'art? L'art doit-il forcément être beau, générateur d'émotions, le reflet d'un excellent savoir-faire? Est-ce que ça va être forcément porteur d'un message? Eh bien, ce débat, on l'a depuis un certain nombre de siècles. Vous avez 4 heures. Alors, autre concept qui va recevoir un sacré coup, eh bien, c'est l'école. À quoi servira l'école si une IA vous permet d'avoir réponse à tout? Ça, on peut se poser la question. Et de manière plus pessimiste, à quoi servira l'école s'il n'y a plus de travail? Alors, on pourrait voir s'exacerber un système scolaire à plusieurs vitesses. On pourrait avoir, par exemple, à l'avenir, une école obligatoire gratuite et accessible à tous pour apprendre le strict minimum, le strict nécessaire, comme parler, compter, consommer, voter. On pourrait avoir aussi d'autres classes supérieures qui apprendront un peu les métiers manuels. Et là, ce sera un retour en force de ces métiers manuels. On va leur redonner leur lettre de noblesse et on va avoir les écoles qui vont former à l'excellence en termes de charpenterie, d'ébénisterie, de maçonnerie, de plomberie, etc. etc. Et ça,
eh bien, c'est quelque chose qui serait un peu un juste retour des choses, je dirais, parce qu'on a toujours eu une opposition entre métier manuel et métier intellectuel, comme si les métiers intellectuels étaient vraiment supérieurs et que les métiers manuels étaient forcément une voie de garage. Quand on n'était pas intellectuel, eh bien, on devait forcément se réfugier sur un métier manuel, et quand on était manuel, eh bien, on n'était pas intellectuel. Sauf que c'est quand même une ineptie. C'est une ineptie parce que pour moi, le manuel en question, eh bien, manie énormément de concepts quand il pose de l'électricité, il pose de la plomberie ou il fabrique des maisons. Eh bien, il y a derrière toujours des calculs de débit d'eau, d'électricité, de courant, de portance. Et on a vraiment des métiers manuels qui manient des concepts, qui calculent, c'est vraiment un boulot d'ingénieur parfois à part entière. Et moi je dis chapeau, chapeau aux mécaniciens par exemple, j'y connais rien, je comprends rien à la mécanique, et on est là purement pour moi sur des métiers intellectuels qui mobilisent en plus les mains tout simplement. Et là, ce sera un juste retour des choses avec les lettres de noblesse qui seront retrouvées pour ces métiers-là. Et puis enfin, troisième stade, ce sera les grandes écoles. Grandes écoles uniquement accessibles aux plus fortunés, vous l'aurez compris, des écoles qui formeront les ingénieurs, les data scientists, les marketeurs peut-être, les politiques de demain. Donc en bref, on aura le même système qu'aujourd'hui, un peu, à une école obligatoire, gratuite et tout, mais peut-être beaucoup plus médiocre. Là, on voit que l'école en France, ça commence à devenir un peu n'importe quoi, mais ce sera peut-être encore pire sur le volet obligatoire et gratuit. On aura aussi d'autres métiers qui en pâtiront. Même si les métiers manuels retrouveront leur lettre de noblesse, il y aura quand même quelques artisans et des ouvriers en péril. Même si l'IA ne sait pas encore paver les rues, elle ne sait pas encore maçonner, elle ne sait pas encore poser une chaudière ni poser l'électricité, mais elle fera quand même la révolution dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat, notamment de précision, dans le bâtiment, dans peut-être les travaux publics. Tout ça grâce notamment à l'impression 3D. Demain, l'IA sera forcément capable de générer des plans, des dessins industriels, des consignes pour imprimante 3D, des décisions sur des lignes de production qui seront 100% automatisées. Donc forcément, certains ouvriers qualifiés se verront mettre au chômage à cause de l'IA, et certains artisans aussi, avec pourquoi pas des maisons en kit qui seront produites par une IA et des imprimantes 3D. Nous aurons aussi besoin forcément de moins de développeurs. Il y a 5 ans, on m'avait tanné pour que j'apprenne à coder. On me disait c'est l'avenir. Mais comme je suis paresseux, je suis directement passé par la case no code. Aujourd'hui, il existe un maximum d'outils web réalisant des prouesses sans avoir à réaliser une seule ligne de code. Et je me suis mis là-dedans et j'ai pas appris à coder. Et heureusement. Cela me rappelle aussi l'école où on me disait qu'apprendre l'anglais était essentiel. Aujourd'hui, j'utilise Google Traduction tous les jours, et ça s'est bien amélioré ces dernières années. Certains de mes sites multilingues utilisent un plugin automatique comme WPML ou Gtranslate. Je travaille également dans le tourisme, un secteur où se développent de plus en plus les audioguides avec une traduction en temps réel. Bref, je me dis heureusement que j'ai pas perdu de temps à apprendre aussi trop les langues. Mais demain, voilà, ChatGPT, elle sera capable de converser, de réfléchir dans toutes les langues. Et surtout, elle codera à notre place. Donc plus besoin d'être expert en solutions no-code. Nous n'aurons plus qu'à décrire notre site, nos fonctionnalités, nos applis, et l'IA fera le reste, tout simplement. Alors bien sûr, je dis pas que les codeurs ne serviront à rien et que les développeurs à rien non plus, parce il y aura forcément besoin de codeurs, de développeurs pour recréer des langages, recréer des connaissances. Mais derrière, eh bien, on en aura moins besoin, et peut-être qu'on gardera que la crème de la crème, tout simplement. On pourrait dire aussi, je parlais de tourisme, eh bien pourquoi embaucher des guides touristiques quand on a ChatGPT? Imaginez un audio guide multilingue relié à ChatGPT, ça réponse à tout, dans le moindre musée ou espace culturel. Les guides conférenciers humains se feront donc rares. Et comme les voyages coûteront de plus en plus cher, les générations futures préféreront peut-être même visiter des sites touristiques dans un métavers. Alors oui, je sais bien que le métaverse de Zuckerberg est aujourd'hui un fiasco, mais une porte est déjà ouverte. Rappelons qu'Internet est né dans les années 60 et la technologie n'a envahi nos foyers qu'à la fin des années 90. Donc imaginez peut-être demain ce que ça sera cette technologie d'IA et de métaverse. Autre profession peut-être en danger, les médecins.
On va dire bientôt bonjour docteur IA. Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'avec l'IA, on a trouvé peut-être le moyen de lutter contre les déserts médicaux. Pas étonné que ChatGPT puisse remplacer dans quelques années les médecins généralistes concernant les diagnostics des petits mots. Nous en sommes déjà à la téléconsultation sans contact pour l'instant, donc pourquoi pas. On pourrait se dire que on passe par une case IA, on décrit nos symptômes, on lui donne un faisceau d'indices, il pose un diagnostic. Si c'est une petite maladie, on va dire un petit rhume, une petite grippe, etc., eh bien il va pouvoir sortir une ordonnance et on ira à la pharmacie. S'il y a un doute ou si c'est plus grave, bah, ça passera à un docteur humain, mais ça pourrait faire office de préfiltre. Voilà, un médecin IA. Pourquoi pas. On pourrait avoir aussi des IA qui remplaceront les coachs et les thérapeutes. Parce que le truc fou avec ChatGPT, c'est que l'IA se souvient de nos précédentes discussions. Et plus qu'un simple chatbot, l'IA pourra demain tenir compagnie aux personnes seules. Ça pourrait faire office de coach, de psy, pourvu qu'on la nourrisse de data et de connaissances appropriées. Autre métier en danger, les chauffeurs, les taxis, les transporteurs, bah tout ce beau monde sera forcément peut-être un jour, et plus rapidement qu'on le pense, au chômage. Imaginez que la France, en France, la ville de Lille, dans le nord, elle fut les premières à mettre en place des lignes de métro automatisées. Et ça, c'était en 1983, donc il y a 40 ans. Et quand on voit le métro parisien par rapport au métro lillois, tout du moins certaines stations encore, eh bien on a encore des métros à l'ancienne avec chauffeur. À Lille, ça fait depuis le début où on a des capsules, on va dire, automatiques qui voyagent dans des lignes avec des quais sécurisés, avec rambardes de plexiglas, etc. Et ça, ben, ça semble futuriste, mais ça a 40 ans. Imaginez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça existe déjà. On voit arriver de plus en plus de fonctionnalités d'autopilotage sur route grâce à l'IA, des voitures, des camions, des bus autonomes, ça existe déjà. Aujourd'hui, la techno n'est pas encore tout à fait fiable et elle reste chère. Mais dans 5 ans, le déploiement de ces nouveaux outils à grande échelle amortira les coûts de recherche et développement et ce sera de plus en plus accessible ensuite. Ça sera un peu comme les ordinateurs. Au début, les ordinateurs personnels étaient hors de prix et aujourd'hui, on peut avoir un PC pour moins que rien. Je dirais que peut-être que dans les années 80, on se disait, mais déjà, un ordinateur, à quoi ça peut servir? Certains ont eu l'utilité dans les foyers très rapidement, peut-être, mais ça coûtait un bras. En 84, par exemple, il y a eu un plan informatique pour tous avec la sortie de l'Excel Vision 100, un ordinateur made in France, aux capacités ridicules par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais ça coûtait je ne sais plus combien de mois de salaire en termes de SMIC. Aujourd'hui, un SMIC, eh bien, avec un SMIC complet, on s'achète une bête de concours, un PC gamer. À l'époque, c'était juste un PC familial. Alors, autre secteur d'activité qui sera touché, eh bien, c'est le secteur d'activité de la sécurité, les forces de l'ordre, les secteurs militaires. Alors le web a déjà transformé complètement le secteur du renseignement et de la sécurité, qui plus est avec le big data, les technologies de captation d'informations, les algorithmes, les IA, et un certain Edward Snowden en sait quelque chose. Je vous conseille le livre Mémoire vive, qui est l'autobiographie de Snowden. On apprend énormément de choses. Et aujourd'hui, voilà, les technologies touchent un peu tout. Elles touchent la surveillance web, la vidéosurveillance, pouvant être couplée avec la reconnaissance faciale, les écoutes via smartphone et le traitement de vos photos, vidéos et fichiers vocaux par des algos. Alors, ce n'est pas un mythe, quand certaines applications gratuites veulent accéder dès l'inscription à votre micro, à votre caméra, c'est pas toujours pour remplir ces fonctions premières. Donc il faut lire les conditions générales d'utilisation, de vente, et vous verrez des petites surprises dans les petites lignes. Il y a aussi le secteur militaire qui est touché déjà avec les robots soldats, les chiens robots qui gardent la frontière entre les USA et le Mexique, les drones militaires, etc., etc. Enfin bref, vous l'aurez compris, tous les secteurs seront touchés, secteur dit intellectuel ou non. Je vais arrêter là, la liste est encore longue. Voilà, force est de constater que l'IA ne nous allège plus vraiment du travail pénible,
Elle nous confisque la production de connaissances, la production artistique, rien que ça. Et en gros, elle nous retire simplement ce qui faisait de nous, en fait, des êtres humains, tout simplement. Alors, tout gamin, vous rêviez d'un futur synonyme de paix, d'abondance, de voitures volantes, et ben, en fait, ça sera marqué peut-être par des pénuries, de l'instabilité, des restrictions en tout genre, et un monde qui se fera peut-être sans voiture volante et sans vous, parce que vous ne servirez plus à rien, tout simplement. Alors voilà, c'est peut-être une vision un peu pessimiste de la chose, mais je pense qu'on est parti là-dedans, tout de même. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on pensait à Terminator avec les robots qui nous envahissaient. On pensait que notre rupture de normalité serait peut-être des invasions d'extraterrestres, de zombies, enfin pour certains courants de survivalisme, hein, je caricature un peu, ou invasion de robots à la Terminator. Mais là, vous aurez beau sortir avec un 12 mm pour vous faire du robot, eh bien, vous ne le verrez pas ce robot. Le robot est partout, le robot est omniscient, omnipotent, et il n'a pas vraiment forcément de consistance physique. Et d'ailleurs, en parlant de consistance physique, j'ai vu aussi que dernièrement, on avait utilisé des robots qui étaient capables de se liquéfier littéralement pour passer entre les grilles d'une prison. Un truc démentiel, on arrive vraiment dans la science-fiction aujourd'hui. Alors, je vais vous parler aussi d'autre chose. Je vais me laisser aller à quelques scénarios peut-être, quelques scénarios qui seraient susceptibles d'arriver. Alors j'avais dans le blog mis un titre qui était Une brève histoire de l'avenir. Alors ce titre n'est pas de moi, je l'ai piqué à dessein à un certain Jacques Attali. Voilà, maintenant au vu des capacités de ChatGPT et de l'IA, imaginons quelques scènes banales de notre vie dans 20 ans. Une vision quelque peu pessimiste forcément, hein, mais est-ce disproportionné par rapport à l'écart existant entre la technologie des années 90 et celle d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Alors, quelques cas de figure imaginaires. Le salaire universel, par exemple. Le salaire universel, on en a entendu avec la campagne en 2017, la campagne de Benoît Hamon, par exemple, en France. On nous vantait ça parce qu'il y avait peut-être de moins en moins de travail. Eh bien, là, on reverra ce sujet sur la table. Parce que bah voilà, la plupart d'entre nous n'auront plus de travail, on servira juste qu'à consommer, à faire tourner l'économie, et le salaire universel sera peut-être le socle de notre pouvoir d'achat. Ce qui inclut derrière que bah, si on n'a pas de travail et qu'on a l'impression qu'on sert à rien, eh bien on pète un câble bien souvent. L'être humain dans la pyramide de Maslow a besoin de reconnaissance, ça c'est un besoin de motivation. Et là, ce sera un peu pénible, on va dire, psychologiquement pour beaucoup de monde. Et surtout, eh bien, avec un salaire universel, ben, on ne dépend plus de nous-mêmes ou de la famille, mais on dépend de l'État. Et là, en termes d'autonomie, bonjour. Autre scénario, ben, les êtres humains seront peut-être encore utiles, mais pour nourrir l'IA qui gagnera forcément la course. Parce que l'IA n'émet pas encore réellement d'opinion. Elle manie des concepts, elle reformule, elle relie des notions, mais elle ne produit pas encore véritablement de connaissances. Et nous aurons donc encore besoin d'historiens, de physiciens, de scientifiques, autant de métiers essentiels qui, in fine, bah, nourriront l'IA. Donc on peut se demander, moi si je suis scientifique, est-ce que je vais vraiment passer je ne sais pas combien de temps à produire de la connaissance pour me l'avoir confisquée ensuite? Si la production de connaissances est essentielle, sinon on sera dans un monde automatisé mais stagnant, on va avoir un peu de problème voilà, en termes de scientifiques qui peut-être raccrocheront un peu la blouse. Autre scénario un peu pessimiste également, eh bien c'est l'avènement de l'homme augmenté. Hein. Alors ça semble un peu un scénario conspi, mais l'homme augmenté, c'est déjà quelque chose qui est sur la table, un sujet sur la table. Le transhumanisme existe, le courant transhumaniste existe, et on a par exemple un projet d'Elon Musk qui est Neuralink, qui va forcément remporter un franc succès par la suite. Donc Neuralink, c'est guider des outils, guider des machines par la pensée, et pourquoi pas pucer aussi les cerveaux pour pouvoir avoir accès à des informations autres, donc booster le cerveau grâce à l'IA. Et bah, ça, ce sera une technologie qui arrivera forcément, je pense. Et ceux qui auront les moyens d'être pucés seront des hommes augmentés, seront directement reliés à l'IA, et ce seront forcément eux qui seront plus intelligents et domineront.
Et derrière, eh bien, on aura les plus pauvres qui demeureront dans l'ignorance. Alors même si vous avez un QI de 160 avec une méga culture, vous ne pourrez jamais rivaliser contre un homme directement branché à une IA. Et ça, ce sera vraiment le problème. Donc au début, on voit ça avec le sourire, on se dit que c'est complètement conspi comme truc, mais la technologie va arriver. Si elle arrive, je me demande comment on pourra lutter contre. Et ce genre de truc, ben, au début, on se dit oui, c'est des expériences et compagnie, et puis après, ça se démocratise. Et ce genre de projet, forcément, arrive en toute fin à créer de la ségrégation, tout simplement. Derrière, eh bien, on peut se dire que l'homme augmenté, quel intérêt? Parce que on se retrouve sans réel but. Pour moi, la vie, elle est excitante parce qu'il y a des expériences qu'on doit faire et j'ai des expériences à réaliser chaque jour. C'est un apprentissage continu. Avec une connaissance servie tout cuit dans le cerveau, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je suis? De quoi demain sera fait? Quelle expérience je vais avoir? Quelle connaissance je vais apprendre? Comment serais-je surpris? Même les hommes augmentés ne seront pas plus heureux pour autant, hein, seront même très malheureux, et je pense que les antidépresseurs auront de l'avenir. Alors, là on va dire scénario, c'est un cas complètement imaginaire, mais je pense que c'est possible. C'est qu'on passe aussi de l'homme augmenté à l'homme assisté, et puis après à l'homme esclave des robots. Je m'explique. La moindre des tâches quotidiennes reposera peut-être à l'avenir sur l'IA. Notre frigo gérera les dates limites de consommation, elle commandera les courses à notre place. Ça arrivera par Amazon Fresh par exemple. Hein. On peut également imaginer une domotique qui serait poussée à son paroxysme, par exemple une IA centrale de la maison qui connaîtra nos habitudes alimentaires, les légumes qu'on apprécie le plus. Elle sera également au fait des saisons, du calendrier de jardinage, des techniques d'agriculture. Et automatiquement, elle passera commande de ce qu'on aura besoin en plants, en graines pour le jardin. Une fois reçus, ces plants et ces graines seront confiés à un robot jardinier et votre seul rôle au jardin sera de réceptionner ces livraisons. Et bref, ce sera vous qui vous chargerez des tâches de faible valeur ajoutée et les robots qui feront ce que vous adoriez faire à l'époque. Donc on vous vendra la chose comme étant justement un gain de temps. Alors, est-ce que c'est du délire? Non, parce que l'IA, c'est juste, si c'est relié à des capteurs, eh bien, le robot jardinier, par exemple, saura le taux d'hygrométrie, la température qu'il fait, en quelle saison on est, est-ce que c'est la saison des fraises, est-ce que c'est la saison du chou-fleur, et il plantera en conséquence. La masse d'informations qu'il aura il saura comment planter. Ces caméras et ces capteurs lui permettront de connaître l'état de la Terre, lui permettra aussi, grâce à une sorte de reconnaissance faciale, à identifier des légumes. Et puis, je pense même que ça existe déjà, des technologies comme ça, avec rien que les applications qui reconnaissent les plantes. Imaginez. Eh bien, ça va arriver. Ça va forcément arriver. Et tout ça, l'IA, en fait, a été nourrie depuis le départ par nous. C'est nous qui avons favorisé ce deep learning de l'IA. Je vous mets juste un cas de figure. On a tous été confrontés, quand on validait un formulaire en ligne, à remplir un CAPTCHA pour prouver qu'on n'était pas un robot. Alors ça, c'est amusant. Pour prouver qu'on n'était pas un robot, on était obligé de sélectionner sur une série d'images ce qui était pour nous une moto, des feux de circulation, des passages pour piétons, un chat, etc., etc. Identifier le chat sur les photos. Et nous on cliquait. Et là derrière, eh bien, ça envoyait à l'IA ce que l'homme percevait comme étant un feu de signalisation, un chat, un passage pour piétons, etc. Et bien au fil de tous ces outils gratuits qu'on mettait sur les sites web pour valider le fait qu'on ne soit pas un robot, eh bien on nourrissait en connaissance les robots qui maintenant savent capter ce qu'est un passage pour piétons, même si la configuration change, ce qu'est un feu de signalisation, à quoi ressemble un chat, etc. Tout ça, c'est dans les intelligences artificielles qui équipent déjà nos équipements et qui équipent les voitures autonomes, par exemple. Eh bien voilà, on n'est pas dans la science-fiction. Autre questionnement, c'est quelle place pour l'opinion? L'IA est déjà soumise à une modération. Et cette modération pourrait être source à l'avenir de pensées uniques ou presque. Donc fini les grands rêves de neutralité du web, fini les oppositions, les pensées dissidentes. L'IA hiérarchisera la fiabilité de ses sources
et ne mettra en avant que ce qu'il faut savoir selon elle. Donc on est aussi dans un scénario qui existe déjà aujourd'hui avec les algos, mais qui sera peut-être poussé à son paroxysme et qui pose question, qui pose réellement question. Et puis la question suprême qu'on peut se poser, là on est dans le scénario un peu le plus pessimiste, non pas conspi, je dis pas qu'il y a un plan qui est dressé là-dessus, mais c'est peut-être une suite logique des choses. S'il y a moins de travail, si une grande partie est au chômage, si on livre un salaire universel, on peut se dire mais à quoi serviront ces personnes ? Est-ce que c'est un projet salaire universel, etc., qui sera un projet tampon en attendant l'avenir ? Est-ce qu'il est utile de maintenir une économie telle qu'on la connaît avec une armée de consommateurs ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles économiques ou autres, sociétaux, qui pourront exister en laissant une place qu'à ceux qui servent à quelque chose ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Parce qu'on sera dans une ère qui ressemblera à fond à l'ancien régime, avec les plus fortunés d'aujourd'hui qui vont fructifier un petit peu leur richesse, qui accéderont aux grandes écoles, qui accéderont aux technologies pour devenir, entre guillemets, des hommes augmentés. Ce sera un peu les seigneurs, la noblesse de hier, hein, qui trônera en haut de la pyramide, et puis après il y aura la haute bourgeoisie qui sera faite d'ingénieurs, qui sera faite de data scientists, qui sera faite de toutes les personnes qui pourront paramétrer les outils, paramétrer les IA, concevoir des IA, concevoir des chaînes de production. Donc eux, ils auront une place pour créer des usines automatisées, peut-être des champs automatisés, des élevages automatisés, que sais-je. On aura aussi la petite bourgeoisie qui sera en fait les métiers manuels, les maçons, les personnes qui pourront installer l'électricité, faire du bâtiment, faire des travaux publics. Et puis derrière, après cette bourgeoisie, eh bien, on aura le tiers-état. Mais le tiers-état de hier pouvait servir. Ils servaient en fait d'esclaves. Ils étaient asservis, donc ils plantaient les terres, ils élevaient les bêtes pour les seigneurs locaux. Tandis que là, on ne servira plus à rien. Et quand même, on ne servira même plus à consommer, parce que le système économique qu'on connaît aujourd'hui disparaîtra peu à peu, parce que la valeur travail peut-être se modifiera, eh bien on peut se dire quel avenir pour ce tiers-état. Alors vous, qu'en dites-vous ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je terminerai juste mon propos en affirmant avec pessimisme que notre futur est déjà là. Et rien ne pourra arrêter l'IA et le progrès. Alors la preuve, on a déjà des facultés qui interdisent ChatGPT. Et toute révolution débute ainsi. De la censure, de l'interdiction. Et ce n'est pas en faisant face seul sur la plage qu'on arrête un tsunami, comme le dit Oussama Ammar. Donc lui, c'est un gourou de la technologie. Il se dit que si on est seul face à un tsunami sur une plage, on n'arrivera à rien. Le seul truc pour s'en sortir, c'est de trouver une voie adjacente, une rue, une avenue, de prendre un surf et de suivre la vague. On est obligé, sinon on se prend le mur en pleine face et c'est nous qui disparaissons. Donc là, voilà un petit peu mes questionnements là-dessus, sur ce sujet, sur cette rupture de la normalité, sur ce qu'on sera demain, je ne sais pas. Sur ce que je serai demain, je ne sais pas non plus. Toujours est-il qu'on voit bien qu'on arrive sur une révolution. Alors je voudrais pas non plus ressortir du Schopenhauer comme tout le monde le fait, mais on dit aussi que toute révolution passe par 3 stades. On est dans le stade de la moquerie, c'est rigolo. Après ça devient dangereux, et puis enfin ça devient évident. Les robots, l'intelligence artificielle, on s'en moquait. Tout comme on parlait des voitures volantes, un petit peu comme un fantasme, mais aussi un peu une moquerie propre à l'an 2000. Maintenant, en fait, on se rend compte que l'IA devient dangereuse. On en parle beaucoup dans la presse. Et demain, eh bien, une fois que le danger est passé, et une fois que toutes les victimes de danger seront faites, eh bien, ça deviendra une évidence pour un nouveau monde. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que vous appréciez ce nouveau format, ces nouveaux types de réflexion. Soyez préparés. Ayez plusieurs cordes avant votre arc, ça c'est un conseil pour l'avenir. Ne vous limitez pas à votre expertise, elle disparaîtra peut-être. Ne vous limitez pas à votre savoir-faire, il disparaîtra sûrement. Ayez plusieurs cordes à votre arc. Surtout, mettez-vous à quelques métiers manuels, même en hobby, pour pouvoir le transformer demain en vrai savoir-faire.
Voilà, et bien écoutez, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.